Voilà, alors l'accès aux données de santé, on continue d'en parler, mais cette fois, on va connaître la perspective des citoyens. Alors, on entendra 3 exposés suivis d'échanges avec vous et j'invite à me joindre sur l'estrade. D'abord, Mme Adabelle Cumine. Madame Cumine, je vous en prie, spécialiste en médecine interne. Elle pratique la médecine obstétricale à Sainte-Justine et au CHUS de l'Estrie. Et depuis 2012, elle agit en éthique de la recherche. Elle a été membre scientifique, puis vice-présidente, et maintenant elle est présidente du comité d'éthique de la recherche, donc du CHUS de l'Estrie. C'est bien ça, depuis 2013. Bonjour à vous. Alors, installez-vous. Et Alexandre Grégoire. Bonjour, Monsieur Grégoire. Alexandre Grégoire, qui a subi une double transplantation des poumons et du foie en octobre 2012 et qui, vous le voyez, vous le comprendrez, depuis l'enfance a accumulé une très grande expérience du système de santé québécois, activement impliqué comme patient partenaire. Il l'est tant au centre hospitalier de l'Université de Montréal qu'à l'INES. Il est aujourd'hui gestionnaire de projet au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Il est également coordonnateur de la composante stratégie de recherche en partenariat avec les patients et le public de l'unité de soutien SRAP de Québec. Bonjour, M. Grégoire. Et notre troisième participant, c'est le Dr Marc Jolicoeur, qui va nous rejoindre tout à l'heure par vidéoconférence, car il est occupé maintenant à une chirurgie qui le retient physiquement à l'Institut de cardiologie. Alors, il se spécialise, le Dr Jolicoeur, dans le développement d'outils de recherche innovants pour la réalisation de ces cliniques. Il va nous rendre compte d'une étude réalisée auprès de 600 patients en cardiologie, mais on le verra tout à l'heure quand il sera avec nous par vidéo. Entre-temps, je vais demander à Mme Cumine de commencer, d'y aller de son exposé. Il a aussi résultats de recherche que nous commenterons plus tard avec M. Grégoire et avec vous. Merci beaucoup. Donc, je vous transmets aujourd'hui quelques petits résultats qu'on a fait dans le cadre d'une initiative qui s'appelle Claret, une initiative qui avait plusieurs volets dont je vous parlais. Donc ça, c'est la super équipe de l'Université de Sherbrooke qui a participé à ce projet. Et j'aimerais aussi souligner la participation de 2 patients partenaires que je remercie particulièrement et d'un comité consultatif qui nous a aidés au début du projet et qui va bientôt se rencontrer à nouveau par rapport aux analyses de résultats des groupes de discussion. Mais ça, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce projet a reçu du financement de l'unité de soutien de la recherche axée sur le patient de Québec. Moi-même, comme vous savez, je suis présidente du comité d'éthique de la recherche du CHUS de l'Estrie et je siège aussi sur le panel, donc le groupe d'éthique de la recherche des 3 conseils à Ottawa, des intérêts, mais pas des conflits entre ces intérêts. Les objectifs, donc, c'était de vous parler d'une petite partie du projet Claret, la partie qu'on a faite au tout début pour nous informer. Donc, c'était un sondage qu'on a fait en été 2018 qui servait à nous faire un petit portrait de certains points de vue des citoyens avant de se lancer dans les groupes de discussion. Donc, le projet Claret, pourquoi il existe? Il existe parce que j'ai été mise au fait d'un désir de développement d'un système de santé apprenant pour l'Estrie, dans notre établissement de santé. Et ça amène toutes sortes de questionnements au niveau du consentement. C'était pour moi une occasion de réfléchir et de reprendre le pouls de la population pour savoir quelles étaient les attentes des citoyens par rapport à l'utilisation de leurs données dans le cadre d'un système de santé apprenant, mais la question plus large s'applique aussi. Donc, la plateforme apprenante, elle s'appelle ParsFroid. Elle est en train de développer à l'Université de Sherbrooke. L'idée, c'est de décloisonner la recherche et les soins, un peu comme vous l'avez entendu ce matin, notre collègue finlandais, pour permettre l'utilisation des données de santé pour la décision, pour la recherche, pour la pratique réflexive. Donc, c'est un nouveau paradigme. Les lois, les cadres qu'on a actuellement n'ont pas été élaborés avec cette nouvelle approche en tête. Donc, la problématique initiale qu'on voyait, c'était comment concilier ces 2 valeurs, mais en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Ma diapo de la fin, elle présente beaucoup plus de nuances. Donc, l'étape dont je vous parlais aujourd'hui, c'est vraiment un sondage qu'on a fait en juin 2018, qui était bilingue auprès de citoyens du Québec. Il y a d'autres étapes, j'en ai parlé tantôt dans le cadre d'un atelier, mais je vais me résumer tout de suite, c'est pour le sondage. Donc, le sondage a été mené par une firme de sondage et elle a été menée auprès de 387 citoyens francophones et anglophones.
dans une période d'une semaine, en juin, je pense, 2018. Ce qu'on voulait, c'était s'assurer d'avoir une représentativité. Donc, ils sont allés vraiment avec une liste dans toutes les régions. Et on a vraiment une bonne représentativité, sauf pour 3 facteurs dont je vais vous parler. Donc, la langue parlée à la maison. Donc, il y avait plus de francophones qui ont participé au sondage que les données de l'ISQ qui étaient disponibles de juillet 2017. Un petit peu plus de personnes de 65 ans et plus qui répondent au téléphone pour les sondages. Je vous apprendrai. C'est pas très étonnant. Et le niveau de scolarité peut-être un petit peu différent par rapport aux données de l'ISQ aussi. Mais sinon, pour tous les autres facteurs, la représentativité des régions, etc., urbain, rural, tout était semblable. Il n'y avait aucune différence avec l'échantillon de l'ISQ. Donc, le sondage, je ne veux pas vous le présenter en entier, mais je vais vous présenter les choses juste pour animer la discussion d'aujourd'hui, certains des énoncés qu'on a demandés. On a demandé quelques questions démographiques que vous voyez ici, le sexe, l'âge, le niveau de scolarité, la langue parlée, et puis aussi, on voulait voir un petit peu si on était enrichi par quel genre de participation ces citoyens avaient par rapport à la recherche. Et 82% n'avaient pas participé à un projet de recherche. Par contre, ce sont des utilisateurs à 50% des soins, des services de la santé, soit pour eux-mêmes, soit pour un proche. Donc, 3 fois dans la dernière année au moins, 50%. Le premier énoncé qu'on leur demandait, donc on voulait une mesure avec une échelle de Likert que vous voyez dans le tableau, mesure de leur degré d'acceptabilité d'utilisation des données médicales pour des données de santé des gens pour la recherche, pour avancer les connaissances. Donc là, pas une grande surprise, on a un bon degré d'acceptabilité basé sur cet énoncé. Évidemment, c'est un énoncé, c'est pas une discussion. L'énoncé 2 qu'on leur a demandé, c'était on voulait avoir quelques petits paramètres d'extrême pour voir qu'est-ce qui faisait changer les opinions. Donc, un des énoncés qui suivait, donc, c'était il est acceptable d'utiliser les données médicales qui incluent certains renseignements personnels. Donc, on voulait voir cette possibilité-là si on informe et on demande le consentement. Donc là, c'était acceptable d'avoir ce genre de données avec la prémisse d'information et de consentement. Si on leur demandait, je voulais voir à quel point le renseignement personnel, dans un sondage, avec les limites, ça influençait la réponse, pas beaucoup dans ce cas-ci. Je vous laisse regarder ça et réfléchir. Par la suite, on leur demandait, donc on voulait voir l'impact, bon, il y avait plusieurs énoncés par la suite, mais pour aujourd'hui, je vais vous montrer l'impact de l'information et du consentement. Donc là, c'est des données médicales qui incluent certains renseignements personnels, mais on n'informe pas et on ne demande pas de consentement. Et là, vous voyez qu'on a une complète réversion. Il y a vraiment un faible degré d'acceptabilité qui est en partie corrigé si ce sont des données médicales qui n'incluent pas des renseignements personnels. Mais encore, on est loin de l'image précédente qui était, si je recule, vraiment en faveur de l'utilisation. Donc, l'information et le consentement semblent vraiment changer l'acceptabilité. Et ça, c'est un de mes énoncés préférés. Moi, je voulais savoir, parce comme comité d'éthique, on misait beaucoup sur l'autonomie, on trouvait que c'était une valeur vraiment centrale et on voulait voir si ça se reflétait bien encore dans la population citoyenne du Québec en 2018. Alors, on leur demandait de se positionner entre 2 énoncés. Donc, on leur demandait de choisir entre un énoncé qui est un peu plus en faveur de l'autonomie et les plus importants que chaque personne puisse facilement décider que ces données médicales soient utilisées ou non en recherche, versus un qui est plus un argument de solidarité ou de recherche du bien commun. Il est plus important que les données médicales des gens soient facilement accessibles en recherche et le positionnement est 2 tiers en faveur de l'énoncé 1. Donc ça, c'était et 1 tiers en faveur de l'énoncé. Donc c'est un peu artificiel de forcer les gens, mais les gens étaient à l'aise de le faire. Il y a très peu de personnes qui ont refusé de se positionner. Donc, finalement, parce que je vais finalement pas avoir besoin de mes 15 minutes, ce qui est une bonne chose, le dernier énoncé qui me plaisait particulièrement pour les autres présidents et membres du comité d'éthique, vous allez voir que c'est pertinent pour nous.
qui œuvront dans le réseau de la santé. Est-il acceptable qu'un membre de la direction de l'hôpital décide à la place des gens si leurs données médicales sont utilisées en recherche ou non? Alors, moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. Évidemment, on n'a pas tout expliqué, les subtilités du rôle du DSP et de l'article 19.2 de la L4S, ce n'était pas possible. Mais voici ce que nous ont dit ces 387 citoyens. C'est un portrait assez mitigé, plutôt en défaveur qu'en accord. Donc, je pense que la discussion cet après-midi, moi, j'ai vraiment bien hâte de l'entendre et d'y participer avec vous, puisque je pense que ce n'est pas si clair comment on va concilier la richesse des données, la recherche de connaissances, le bien commun, la solidarité, avec ce que toutes les autres valeurs qui sont super importantes et qui demeurent d'actualité au Québec, la protection de la vie privée, le respect, l'autonomie, la transparence. Tantôt, dans mes groupes, dans l'atelier, j'ai parlé des prochaines étapes du projet qui étaient des groupes de discussion avec des citoyens, donc 8 groupes, 4 à faible scolarisation, 4 à plus haute scolarisation. Et effectivement, c'est très intéressant. Les opinions sont très enrichissantes. Donc, ça, on pourra participer. Je pense que le citoyen a beaucoup de choses intéressantes à nous dire par rapport à l'utilisation de ces données en recherche. Je finirai avec ça. Merci beaucoup pour l'instant, Madame Cumin. Parfait. Donc, merci Annabelle pour cette belle présentation. Donc, comme mentionné tantôt, mon nom est Alexandre Grégoire, je suis patient partenaire. Je travaille maintenant dans le domaine de la recherche axée sur le patient depuis plusieurs années. Et puis, j'ai décidé aujourd'hui de me pencher sur la question justement du partage des données de santé dans un contexte de recherche. Il y a différents contextes où justement le partage des données est un enjeu beaucoup pour le patient et le citoyen, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur ça. Donc, je déclare ne pas avoir de conflit d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, le plan de la présentation, un peu, c'est juste, je vais essayer de tenter de vous expliquer la prémisse de ces discussions-là qu'on a eues dans notre groupe de patients et de citoyens partenaires de la recherche en santé au Québec. Ensuite de ça, je passerai sur quelques constats qu'on a eu et qui ressemble beaucoup quand même aux constats qui ressortaient d'études avec un N beaucoup plus puissant que nous, donc l'étude de Dr. Cumin et celle de Dr. Jolicoeur. Et donc, et par la suite, la petite conclusion, c'est un petit peu les facteurs X qui font en sorte que le patient et le citoyen accepte ou est plus enclin à partager justement ces données et de s'ouvrir donc sur la question. Alors, la méthode, c'est qu'on a mis en place une communauté de pratique des patients et citoyens partenaires de la recherche en santé au Québec depuis environ 1 an. Donc, c'est des patients qui sont impliqués activement dans des comités de gouvernance, comme à l'unité de soutien SRAB du Québec, comme au Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public. Et tranquillement, pas vite, c'est un enjeu qui nous atteint beaucoup depuis le début, cette question du partage de données de santé dans un contexte de recherche, mais également, quand on parle d'intelligence artificielle, on a de plus en plus de patients aussi impliqués dans tout ce qui est le développement de l'intelligence artificielle au Québec. Et donc, c'est un enjeu. Le partage de données, ça revient constamment. Donc, on a décidé de se pencher ici en fonction des résultats, parce que quand Dr. Cumin et Dr. Jolicoeur m'ont dit qu'il y avait des citoyens qui s'étaient penchés déjà sur la question, on s'est dit pourquoi on ne viendrait pas croiser ça avec notre communauté de pratique de patients et citoyens partenaires. C'est important ici, par contre, de mentionner que justement, ce n'est pas un projet de recherche qu'on a mené, c'est vraiment des discussions qui ont eu lieu au courant de l'année dans un petit groupe qui est très, très, très impliqué, mais c'est pas... on n'a pas une puissance statistique, disons, très forte de ce qu'on a, mais nos constats restent quand même très, très, très intéressants. Donc, ce que je disais, c'est que cette discussion-là a commencé sur ce groupe-là de travail. Par la suite, ce que je me suis dit, si on veut aborder une question aussi sensible, ou pas nécessairement, peut-être pas sensible, mais aussi complexe que la question de l'accès aux données, il va falloir quand même informer un petit peu plus le groupe de ce que c'est, les tenants et aboutissants de l'accès aux données et du partage de ces données-là dans un contexte de recherche. Donc, la première conférence qu'on a eue au sein du groupe, ça a été plus de mettre les bases de c'est quoi la mécanique derrière les données de santé au Québec, donc les dossiers médico-électroniques, les données médico-administratives et tout ça.
Donc ça a été notre première étape là, en juin 2019 qu'on a mis en place. Ensuite de ça, on a eu un webinaire récemment justement sur les travaux de Dr. Cumin et de Dr. Jolicoeur qui nous ont permis de voir un peu de voir si ce que nous, on avait en tête venait croiser avec ce que les résultats de l'étude trouvaient. Et plus récemment, on a eu aussi une présentation de quelques petites capsules vidéo qui expliquent justement la question de l'accès aux données sur différents thèmes pour des personnes qui sont peut-être à des niveaux un petit peu plus faibles de littératie, donc pour voir comment ces vidéos-là peuvent, si ces capsules-là vidéo peuvent aider justement le patient et le citoyen à partager ces données de santé ou à accepter en connaissant un petit peu plus le sujet. Et aujourd'hui, je suis ici, c'est comme une espèce de petit aboutissement de notre petit travail, donc ça, c'est le fun. Donc, les constats qu'on a faits, les 3 constats les plus forts qu'on a faits, donc c'est vraiment, le premier, c'est le bien individuel versus le bien commun, versus le bien de l'industrie privée. Donc, c'est de savoir, c'est en fait, personne n'est contre la vertu de vouloir partager ses données de santé. Je pense que moi, le premier, j'ai été transplanté des poumons du foie, j'ai participé à de multiples études dans une optique de partager pour le prochain, pas de partager, mais de partager mes données pour le prochain, pour l'avancée de la science. Je pense qu'il n'y a personne comme patient ou citoyen qui est contre ça. Ce qui ressort tout le temps, par contre, c'est vraiment qui va utiliser mes données, puis comment ça va être fait. Donc, la question du bien privé, donc de l'utilisation des données par l'industrie, c'est tout le temps un grand frein des patients et des citoyens à vouloir partager. Puis on le voit récemment aussi avec toutes les failles de confidentialité qu'il y a eu dans différentes grandes entreprises, je ne les nommerai pas, mais ça fait un petit peu plus peur. Ça vient rajouter un petit peu à l'incertitude puis à l'inquiétude des patients et des citoyens dans ce contexte-là. Et aussi, Dr. Jolicoeur, malheureusement, on ne l'a pas entendu, mais pendant notre webinaire, quand Dr. Jolicoeur parlait, il disait que selon lui, puis c'est un monsieur qui, en fonction de son travail, a affaire beaucoup avec l'industrie, étant cardiologue. Et donc, il disait lui-même que selon lui, jamais l'industrie ne devrait avoir accès aux données de santé de patients ou de citoyens. Qu'en fait, il devrait avoir accès aux résultats de recherche d'académiciens dans le domaine, mais pas nécessairement aux données de recherche. Puis là, on parle de données dans un contexte de recherche, mais on peut parler aussi de données dans un contexte de toutes les mobiles connectés qu'on partage. Moi, je suis diabétique, j'ai une pompe à insuline, mes données sont envoyées, je ne sais pas trop où. J'ai tenté de lire les règles. J'ai rien compris. J'aurais peut-être eu besoin de votre aide pour comprendre un petit peu mieux tout ça. Mais tout ça pour dire que là, on parle d'un contexte de recherche, mais des données, on en partage à tous les jours et ça reste une préoccupation pour tout le monde. Donc ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est la transparence. Donc, c'est vraiment qui, quoi, comment, quand. Qui utilisera mes données de santé? À quoi serviront-elles? Comment seront-elles utilisées? Comment et quand le citoyen pourrait avoir une rétroaction sur l'utilisation de ces données? Parce que ça revient assez régulièrement aussi, cette impossibilité de savoir à quoi servent les données de santé qu'on partage. C'est-à-dire comme je disais, j'ai participé à maintes études cliniques dans ma vie, mais je n'ai jamais eu de résultats nécessairement sur l'avancée de ces projets-là ou l'avancée de la science. Quoiqu'aujourd'hui, je suis toujours là pour vous parler, donc j'imagine que ça a été positif. Mais sauf que, malgré tout, des fois, on aimerait avoir quelque chose d'un petit peu plus tangible, je pense, et donc ça motiverait peut-être un petit peu plus à partager nos données dans ce sens-là. Donc, la transparence, c'est un point extrêmement important qui revient. C'est simplement d'être en mesure aussi, là, je vais le voir au prochain constat, mais d'avoir toute l'information nécessaire pour faire les bons choix, en fait, en lien avec le partage de données. Et donc, le dernier, c'est justement d'avoir la possibilité de faire un choix. C'est le choix de opt-in, opt-out. Ça, c'est des petits concepts qu'on a vus tranquillement. Donc, le choix de faire partie ou non d'un projet de recherche, être capable de se rétracter, au besoin plutôt retirer, au besoin d'un projet de recherche, et être au courant des études cliniques.
Donc, on ne l'est pas souvent non plus comme patient au courant de ce qui se fait comme projet de recherche au sein de nos centres hospitaliers. Donc ça pourrait être aussi une belle façon de peut-être motiver les gens. Et donc ça fait un petit peu le tour. Les facteurs X, en fait, qu'on a vus, dans les facteurs, en fait, qui pourraient motiver les patients, les citoyens à partager un petit peu plus leurs données, c'est clairement ce qui ressort un petit peu de l'étude de Dr. Cummins, c'est la transparence, la confidentialité. La confidentialité de savoir aussi c'est quoi les mesures qui sont mises en place par pas seulement nos gouvernements, mais nos institutions qui ont la responsabilité de garder ces données-là secrètes. Qu'est-ce qui est mis en place, puis comment on peut faire confiance à ces mécanismes-là. Donc, la confiance, la vulgarisation. J'ai hâte de voir les données de Dr. Jolicoeur tantôt, parce que vous allez voir que pour la confiance, quand on parle d'une grappe de patients qui sont... Dr. Jolicoeur, lui, c'est concentré sur des patients qui ont été vus en cardiologie. Donc, ces patients-là voulaient énormément redonner et la confiance était pratiquement aveugle. Donc, j'ai hâte que vous voyez ces petits résultats-là. La communication, donc ça, on ne s'en sort pas. La communication, c'est extrêmement important. Et la vulgarisation également. Et donc, le travail qu'on a fait depuis pratiquement 1 an au sein de la communauté de pratique des patients et citoyens partenaires de la recherche en santé au Québec, la phase 2 pourrait être justement de participer à de la vulgarisation scientifique, justement, en lien peut-être avec l'accès aux données. L'accès aux données, de toute façon, sera toujours un enjeu, mais ça pourrait être une phase 2 de travail de notre part avec des personnes qui sont ici dans la salle aujourd'hui pour justement tenter de faire mieux comprendre ces enjeux-là à la population et de cette façon-là, peut-être faciliter en fait les décisions. Donc, sur ce, merci beaucoup. J'espère qu'on va être capable de voir Dr. Jolicoeur. Merci. Alors voilà, on me dit que le Dr. Jolicoeur est en ligne maintenant. Ça va? Dr. Jolicoeur, est-ce que vous nous voyez? C'est à double sens, la communication, comme ce matin avec notre invité finlandais. Alors, voilà, on voit le PowerPoint et on vous voit en tout petit. Bonjour à vous, ça va? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Alors, je vous invite à procéder à votre présentation et ensuite, on ira aux échanges avec les gens de la salle. Ça va? On vous écoute. Oui. Alors, félicitations à M. Grégoire et au Dr. Cumin pour leur présentation. Donc, pour ceux qui ont assisté à cette conférence il y a 2 ans, on avait présenté les résultats en partie du sondage ici présent. L'idée, c'était de sonder la perspective des patients sur le partage et l'accès à leurs données confidentielles dans la perspective des essais pragmatiques. Donc, les essais pragmatiques sont un style d'essai où on accède aux bases de données ministérielles, administratives, par exemple, pensez la RAMQ ou la base de données pour la facturation des médecins, afin de tracer un portrait de l'évolution des patients dans le temps, à savoir s'ils développent des événements ou non. Donc, on peut désormais faire des essais cliniques basés sur ces bases de données administratives. Donc, on prend le patient, on le recrute dans un essai clinique et on lui dit, on n'a pas besoin de se revoir pour les finalités de cette étude-là. Je vais voir comment tu évolues dans le temps en utilisant les bases de données administratives. Par exemple, si tu es réhospitalisé à Chicoutimi, bien, via la RAMQ, je vais pouvoir le savoir. Si tu as une chirurgie à Sherbrooke, je vais pouvoir le savoir aussi. Donc, ça permet de diminuer considérablement les coûts et donc d'étudier des questions plus difficiles à étudier. Par exemple, on pense à des questions de stratégie médicale, par exemple, quand l'industrie n'est pas là pour financer des structures importantes, alors il faut trouver des moyens innovatifs de couper les coûts. Donc, voici les conflits d'intérêts relatifs à cette présentation. Donc, moi, je suis un chercheur, je fais aussi collaboration avec l'industrie. Rien de ce que je vais présenter n'est en conflit avec mes travaux précédents ou quoi que ce soit là. Donc, c'est vraiment dans une perspective d'une recherche libre d'intérêt ici. Donc, vous avez une dualité, vous êtes à la fois patient et citoyen et avec des intérêts divergents. Le patient va vous rappeler qu'il a le droit aux meilleurs soins et que la chose la plus importante pour lui, c'est sa qualité de vie.
qu'il paie des impôts et qu'il se moque des coûts associés à son opération ou à son traitement. Et il va vous dire souvent, le patient, qu'il a confiance en son médecin, mais qu'il se méfie des politiciens, des assureurs et des compagnies. En contrepartie, vous avez le citoyen qui va vous dire « Mes données médicales sont confidentielles et j'ai absolument le droit à la vie privée. Je ne veux rien savoir d'un État orwellien qui me surveille. » Il va dire aussi qu'il paie des impôts et qu'il trouve que le système de santé coûte cher. Donc, le point commun du citoyen et du patient, la dualité, le yin et le yang, c'est que les deux veulent les meilleurs soins à moindre coût. Et donc, cette fable illustre un peu, d'une part, le bien collectif versus le droit à la vie privée ou le droit individuel. Cette dualité qui semble parfois difficile à réconcilier au vu et au su des lois québécoises. Donc, dans cette perspective-là, on a voulu savoir ce que les patients pensaient du concept d'accéder à leur base de données administratives, par exemple celle de la RAMQ, dans la perspective d'un essai clinique. Parce que les lois actuelles compliquent, c'est pas impossible, mais ça complique l'accès à ces données-là. Et nous, si les chercheurs et médecins, on est convaincus, il n'est pas clair que le patient soit d'accord. Et on avait eu l'idée, avec un groupe de collaborateurs, des résidents et des médecins, de sonder les patients pour aller voir d'abord si c'était pertinent de le faire. Donc, et ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été solliciter des patients par le biais d'un questionnaire anonymisé. Dans les quatre réseaux universitaires là, du Québec, avec les hôpitaux ici participants. Donc, ce qu'on avait fait, c'est qu'on avait été chercher 590 patients hospitalisés. Et certains étaient aussi externes, mais tous des patients de cardiologie. Donc, dans 9 centres académiques à travers le Québec. Donc, je prétends que c'est quand même représentatif du tissu québécois. C'est un sondage qui était anonyme et autodéclaré. Et on présentait un scénario hypothétique dans lequel on décrivait, par exemple, dans le cadre d'un essai clinique, vos renseignements personnels seraient conservés par les chercheurs et utilisés pour lier votre dossier de recherche à votre dossier de santé, à vos informations de la santé confidentielle dans les bases de données gouvernementales, afin de permettre un suivi et de comprendre comment les traitements de l'étude affectent votre santé à long terme. Donc, quand on regarde les caractéristiques des patients, on se rend compte que la majorité des patients étaient en moyenne âgés de 65 ans, et une forte majorité des patients étaient des hommes, ce qui est représentatif là, du patient classique en cardiologie, là, où c'est une maladie qui atteint davantage les hommes. La majorité des patients étaient caucasiens, étaient mariés ou veufs, et avaient en moyenne un degré d'éducation relativement élevé, donc c'est-à-dire collège, université en majorité, mais aussi un secondaire, et certains n'avaient pas complété leur école. Au niveau de l'employment status, là, on avait la majorité des patients qui étaient soit employés ou à la retraite. Donc, c'est assez représentatif, je pense, du patient de cardiologie du Québec. Donc, simplement les doigts pour illustrer où il y avait des points à mentionner. Maintenant, quand on posait la question au patient, est-ce que vous accepteriez qu'un chercheur, pas nécessairement moi, votre docteur, mais qu'un chercheur que vous ne connaissez pas, ait accès à vos données de santé confidentielle à partir d'une base de données médico-administratives du gouvernement, on se rend compte que la forte majorité des patients étaient d'accord avec ça. Et une bonne proportion, 18 %, et c'était selon les circonstances. Par exemple, ça pourrait être les circonstances, ça pouvait être le type de recherche effectuée et les motifs ou les intérêts derrière la recherche. Très peu de patients étaient indécis, mais un franchement non, c'était environ 6,1 % de ces patients. Non, après cette première question-là, on demandait, accepteriez-vous qu'un chercheur utilise vos initiales, par exemple, ou votre date de naissance pour retrouver votre dossier personnel dans les bases de données du gouvernement? Autrement dit, en général, quand on fait un projet de recherche, on n'est pas autorisé à conserver ces renseignements confidentiels-là, mais pour faire une liaison, il faudrait le faire. Et encore une fois, je dirais que ces entrées de données-là, les patients étaient confortables avec ça. Donc, avec ça, l'âge, le nom, le prénom, on est capable de faire des liaisons, ce qu'on appelle probabilistiques avec les bases de données administratives. Comme vous savez, le numéro de santé au Québec est assez facile à deviner, assez facile à craquer. Je dirais que c'est plus un standard actuel, mais on avait une bonne impression de où est-ce qu'on était capable d'aller. Donc, les patients étaient largement favorables. Maintenant, si on creuse un peu plus profondément,
Après, encore dans le scénario hypothétique où le patient est un participant à un projet de recherche, donc après la fin de votre traitement de recherche, lorsque les rendez-vous de suivi pour le projet de recherche ne sont plus nécessaires, est-ce que vous préféreriez qu'on vous voit sur une base régulière encore pour s'assurer que ça va bien, ou vous accepteriez qu'on vous suive par des bases de données administratives? Et là, ça, c'est l'aspect pragmatique d'un essai. La majorité des patients auraient préféré une visite par les bases de données administratives s'ils n'avaient plus de bénéfices personnels. C'est souvent un sacrifice que les patients font, de venir passer une demi-journée à l'hôpital pour passer une batterie de tests afin de satisfaire les exigences d'un projet de recherche. Donc, beaucoup de patients auraient préféré les suivre par les bases de données administratives. Donc, ça parle de l'acceptabilité d'un devis de recherche pragmatique. Maintenant, ce qui est d'intérêt ici, lorsqu'on demande aux patients, les renseignements suivants sont habituellement conservés dans votre hôpital et ne sont jamais envoyés aux chercheurs. Si des chercheurs étaient aussi en mesure de conserver ces renseignements de façon sécuritaire, sans jamais qu'ils ne soient partagés ou même rendus publics, lesquels des renseignements suivants permetteriez-vous aux chercheurs de sauvegarder? Donc, le nom et les initiales, ce n'était pas une surprise. La date de naissance, dans 75%, puis si on parle des oui selon les circonstances, même presque 90%. L'adresse, le code postal, là où ça devient très intéressant, regardez la proportion de patients qui auraient été prêts à partager leur numéro d'assurance sociale. C'est plus de 60% des patients qui auraient volontiers donné leur numéro d'assurance sociale à des chercheurs pour qu'on puisse faire de la liaison des bases de données. On voit que plus le niveau de confidentialité ou le niveau de sensibilité de l'information monte, plus le patient est réfractaire. Mais quand même, nous, on était estomaqués de voir qu'une majorité accepterait de fournir leur numéro d'assurance sociale à des chercheurs ou des cliniciens faisant de la recherche. Pour moi, ce résultat-là est intéressant. Ça montre une disposition des patients à ce qu'on accède à leur base de données administrative, mais ça montre aussi qu'il y a beaucoup d'éducation à faire auprès de ces patients-là et ça suggère que la plupart des patients ne comprennent pas bien les enjeux encore et les risques de fuite à qu'ils s'exposent, notamment avec le numéro d'assurance sociale. On s'est amusé à faire des analyses de régression pour voir les prédicteurs du oui, non pas dans un vote politique, mais bien pour accepteriez-vous qu'un chercheur ait accès à vos données de santé confidentielles à partir des bases de données médico-administratives. Et on s'est rendu compte que les patients ayant déjà participé à un essai clinique étaient largement en faveur. Donc, ceux qui avaient déjà fait de la recherche et qui étaient décomplexés par rapport à le fait de participer à un projet de recherche. Le niveau d'éducation aussi rendait les patients plus enclins à participer, mais l'âge n'était pas un prédicteur au niveau de l'analyse multivariate. Alors, voilà. Ça va? Ça met fin aux résultats que vous vouliez partager maintenant? Oui. C'est terminé. Très bien. Merci beaucoup. Alors, docteur Jolicoeur, merci à vous. Alors, on voit que cette grande confiance des répondants, c'est plutôt, vous l'interprétez comme un peu de naïveté ou d'ignorance des conséquences. Dans plusieurs cas, on se rend compte que les gens ne sont pas vraiment conscients des résultats. Peut-être que ça a changé après les incidents de l'été et les brèches de confidentialité d'institutions en lesquelles on avait relativement confiance. Qu'est-ce que vous en pensez? Approchez-vous des micros, tous les deux. Et je me demandais, vous semblez dire, docteur Jolicoeur, que selon le degré de scolarisation et leur participation à la recherche, il y avait ces deux facteurs-là, que c'est un facteur qui les amenait à partager davantage leurs données. Plus les gens étaient scolarisés, c'est bien ça? Oui, donc plus une personne était scolarisée, plus elle comprenait la nécessité de faire de la recherche et de partager les données, donc d'accepter qu'on accède à leur base de données. Voilà. Ouais. Parfait. Madame, docteur Cumin, vous avez évoqué l'idée des groupes de discussion, c'est déjà amorcé, et vous avez vu une différence également entre les gens plus scolarisés et moins scolarisés. Dans quel sens? En fait, je pensais qu'on en verrait plus. Donc, les groupes de discussion, comme je dis, avec les 4 qui avaient une moins grande scolarisation, ils n'avaient pas de diplôme d'études secondaires, et les 4 autres avaient toutes les autres possibilités, donc de plus qu'un diplôme d'études secondaires. Et je pensais qu'on verrait plus de différences. On n'a pas vu de différence par rapport à l'acceptabilité, donc on leur a reposé avec le questionnaire les mêmes questions. Là où on voyait les différences, c'était vraiment les soucis par rapport à l'accès
Donc, on leur présentait une structure là, basée sur un métaconsentement. Je ne vous donnerai pas tous les détails, mais en gros, l'idée, c'est qu'ils pouvaient avoir accès à un portail transparent, ce qu'on appelait, où ils pouvaient avoir justement l'information sur l'utilisation de leurs données ou modifier leurs paramètres d'utilisation de leurs données. Et c'est là où il y avait des différences. Les groupes à plus faible scolarisation disaient, oui, mais vous n'avez pas pensé, on n'a pas tous accès à l'Internet, l'informatique. Voilà. Donc là, ils avaient un autre discours, mais pas par rapport à l'acceptabilité d'utilisation de leurs données. Mais par rapport à la vulgarisation ou à la littératie, au fond, à leur compréhension des mécanismes et de la facilité d'accès au processus. Exactement. Puis ça a été la première étape aussi qu'on voulait mettre en place dans notre groupe. Ça a été justement d'informer notre groupe avant de commencer à poser la question. Seriez-vous prêt à partager vos données? Mais il faut quand même savoir, ça veut dire quoi? C'est quoi une donnée de santé? C'est quoi le mécanisme qu'il y a derrière? C'est quoi les protections, justement, tout ça? Puis je vous dirais que souvent, avec les gens avec qui on peut jaser, puis ça, je ne sais pas si Dr. Cumin ou Jolicoeur peuvent corroborer ça, mais une donnée de santé pour plusieurs, ça peut être le nom, l'adresse, le dossier médical, mais sans penser que ces données-là sont anonymisées. Donc, c'est quand même la compréhension d'une donnée en tant que telle. J'ai moi-même eu la chance de voir ça ressemblait à quoi une donnée, puis c'est une espèce de jargon, mais ça, la plupart des gens ne savent pas non plus nécessairement. Donc, je pense qu'à partir du moment où on informe comme il faut les gens, justement la vulgarisation sur le sujet, ça aide après ça à prendre position sur la question. Oui, oui. Oui, Madame Dr. Cumin? On s'est fait beaucoup dire dans les groupes de discussion qu'il fallait informer, il fallait éduquer, il voyait un grand rôle pour le médecin. Donc, c'était des citoyens qui voyaient que le médecin devait être la personne qui accompagnerait la discussion, qui aiderait à comprendre ça voulait dire quoi et à faire les choix de consentement si on allait vers une optique de métaconsentement. Oui, oui. Voilà. Docteur Jolicoeur, est-ce que vous avez dans votre... Oui, je vous en prie. Mais moi, ce que je trouve, ce qui ressort, c'est que ce que j'entendais souvent, là, c'est les gens, en particulier les patients dans le bureau, disaient « Bien, si c'est pour vos recherches, je peux vous aider dans vos travaux de recherche, moi, j'accepte de le faire. » Mais la réalité, c'est que c'est pas ça, c'est que c'est n'importe quel chercheur qui peut mettre la main sur ça avec des intérêts visant le patient ou pas. Donc, il faut que le patient comprenne que ça peut être complètement dépersonnalisé et non pas nécessairement adressé à améliorer son sort à lui comme patient. Donc, il faut se méfier des résultats de mon sondage ou de n'importe quel sondage parce que d'abord et avant tout, le patient veut plaire à son médecin, veut lui faire plaisir. Et garder la relation de confiance, là, oui. Ouais. Et ça, c'est vrai. Oui, ça c'est vrai, hein? Vous l'avez constaté aussi. Oui, je l'ai constaté même quand j'étais un petit peu plus amoché. Aujourd'hui, ça va bien, mais effectivement, face à son médecin, face à son clinicien, on veut bien paraître, puis on veut aider, puis on veut redonner au prochain. Puis c'est comme une espèce de biais qui fait en sorte que, on le voit dans l'étude de Dr. Jolicoeur, la confiance que les gens avaient envers cette équipe-là, de donner un numéro d'assurance sociale, c'est quand même particulier. Oui. Oui. C'est pour ça que c'est important, il va falloir un chien de garde entre le médecin et le sujet de recherche ou le participant. C'est un peu comme quand je mets mes enfants avec mes parents. Ils s'amusent beaucoup trop ensemble, il faut les surveiller. Donc, ça va prendre un chien de garde, justement, parce qu'il y a une relation qui est, un a besoin de l'autre, et ça va prendre quelqu'un pour dire, oui, mais évaluer le consentement. Et c'est pour ça, par exemple, que les travaux du Dr. Cumin sur le métaconsentement et toute la structure qui entoure ça là, pour rendre de façon un peu plus indépendante la relation patient-médecin. Qui est une relation asymétrique, on s'entend. Il y a une vulnérabilité des patients qui peut jouer contre leur intérêt. Et il y a quand même une contradiction apparente dans les résultats de votre étude, Dr. Cumin. Je pense que c'est 92. Les gens sont très d'accord pour collaborer à la recherche pour le bien commun, mais quand on les interroge plus profondément, là, c'est le principe d'autonomie ou de décision personnelle qui va au-devant. Et ça vous a étonné? C'est pas... Comment vous l'interprétez? Oui, effectivement, je pense que c'est peut-être le point de vue général. J'ai une posture générale d'ouverture envers la recherche,
mais comme personne m'est donnée, là, je veux de l'information, puis je veux avoir droit Et au un vrai chapitre. consentement et tout ça. Oui, ben c'est Ouais. c'est ce qu'il demandait, mais évidemment, il y a la faisabilité, etc. Il y a d'autres enjeux Ouais. qu'il faut mettre en proportion. Alors voilà 2 recherches fort intéressantes, les commentaires de patients, donc vraiment au fait. Quelles sont vos réactions? Quelles questions aimeriez-vous à votre tour poser à ces 3 invités? Je vous demande d'aller au micro. On a encore, oui, un peu de temps, certainement. C'est la première plénière de l'après-midi. Alors allez-y au micro, présentez-vous et allez-y de votre commentaire ou question. Monsieur, s'il vous plaît, on vous écoute. Paul-André Aubin, 6 de l'Outaouais. Merci pour les présentations des panélistes, c'est fort intéressant. La question est la suivante que je me demandais en lien avec les résultats des sondages qui ont été faits. Par rapport à la problématique qui est en cause. Alors, je me demandais d'une part si on aurait les mêmes résultats, entre autres avec des gens qui ont des maladies à déclaration obligatoire, ITSS. Une présomption, on aurait peut-être des résultats différents. Avoir l'accès public et rapide par rapport à leurs conditions, et aussi avec des données sociodémographiques aussi précises pour les identifier. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Puis deuxièmement, ce que j'ai comme question aussi, c'est le consentement libre et éclairé de personnes, et donc je pense qu'on l'a esquissé un peu, se retrouvant dans des conditions fort vulnérables. Est-ce qu'effectivement, ce consentement-là peut être teinté ou cette personne-là va consentir compte tenu de son état de vulnérabilité, si je peux m'exprimer ainsi? Est-ce que ça aussi, ça peut créer certains biais? J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Voilà. Qui veut y aller dans un premier temps? Monsieur Grégoire? Oui, en fait, on n'a pas pointé exactement pour la question justement des maladies ou votre première question. Déclaration obligatoire. À déclaration obligatoire. On n'a pas nécessairement pointé ce genre de points très précis. Par contre, ce qu'on entend souvent, c'est que chez les patients qui sont atteints justement de maladies chroniques, le fait de peut-être devoir ou d'avoir un partage d'informations, de données qui soit peut-être moins contrôlé, risquerait de porter préjudice à, mettons, les assurances ou des trucs comme ça. Donc, c'est sûr que dans un cas comme vous le mentionnez, ça peut peut-être être une problématique. La deuxième question. C'était sur la vulnérabilité. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un biais inclus? Mais ça, ce n'est pas particulier à l'utilisation secondaire des données. C'est dans tous les essais, j'imagine. Oui. D'ailleurs, Oui, le Dr. comité Cumé? se doit de regarder ça. En réponse à la première question, je peux vous dire que dans le cadre des groupes de discussion, on utilisait les vidéos auxquelles M. Grégoire faisait référence. Et dans les vidéos, pour juste s'assurer que tout le monde comprenait à peu près la même chose, il y avait un exemple basé sur le cancer du poumon. Donc, ce n'était pas très sensible. Par contre, dans les groupes de discussion, rapidement, on a parlé de maladies rares et de l'obligation de partager ces données pour les maladies rares parce qu'il y a des enjeux de validité scientifique, entre autres. Et ils ont dit, oui, c'est très beau, c'est très bien, mais en général, les gens qui ont une maladie rare, orpheline, ils vont vouloir participer, il n'y a pas de problème. Mais que pensez-vous des maladies du soir? Donc ça, c'était leur fameuse appellation. Il faut faire attention avec certaines données sensibles. Donc, ils ont identifié les maladies du soir et aussi c'était les maladies de santé mentale. Donc, pour eux, et effectivement, ils n'ont pas été jusqu'à là, mais on peut se dire qu'une personne qui a un problème de santé mentale, à ce moment-là, est en situation de vulnérabilité et ça va avoir un impact sur son consentement. Il est clair, ça c'est clair, et c'est vraiment le recours du CER à ce moment-là, de s'assurer que les mesures adéquates sont prises. Oui, parce qu'elle peut avoir peur que ces données, ces informations soient libérées involontairement et arrivent aux oreilles des compagnies d'assurance, par exemple. Mais il faut que soit aussi qu'elle comprenne, d'abord, que ce soit dans une situation où elle soit capable de comprendre les enjeux et aussi être assurée par rapport aux mesures de protection de la vie privée, oui. Docteur Jolicoeur, qu'est-ce que vous aimeriez à cette même question peut-être répondre? Alors, bien, la vaste expérience du docteur Cumin fait flèche de tout bois. Je répète seulement que c'est vrai qu'on ne s'est pas pensé sur les maladies du soir ou les maladies. Il y a des sujets plus faciles à étudier que d'autres. C'est vrai qu'il y a certaines catégories de patients qui sont très réfractaires à participer à des projets de recherche, notamment des maladies plutôt rares ou des maladies transmises sexuellement. Donc, c'est une population que je connais moins bien.
la chose sur laquelle j'insiste, pour moi, c'est qu'un patient vulnérable, dans la majorité des cas, n'est pas capable de fournir un consentement valide. Dans le sens, s'il est vulnérable, le consentement n'est pas valide. Je pense qu'il faut être extraordinairement précautionneux, là, les patients avec retard mental, les immigrants, tout ça. Donc, ça, on apprend ça à la dure, là, mais c'est la notion de la validité du consentement au cœur de la question. Alors, qui d'autre aimerait donc poursuivre en venant aux 2 micros de la salle? Sinon, je vous renvoie peut-être une question. J'ai compris des commentaires de vos... Je vous en prie, allez-y. Ne vous gênez pas. Je continue à parler parce qu'il y a une question, la question des profits du secteur privé. Hein. On voit que là, la méfiance augmente sensiblement si on a l'impression que la recherche va servir à enrichir le Big Pharma. Je simplifie beaucoup, là. Comment vous recevez ça, vous, comme médecin qui collaborez avec l'industrie? Est-ce que c'est un problème de voir que les gens hésiteraient en disant qui va profiter vraiment de cette recherche que vous me proposez, au fond, à laquelle vous me proposez de participer en donnant l'accès à mes données? Docteur Jolicoeur. C'est clairement un problème. Ouais, c'est clairement un problème. Là, on dit souvent en anglais, la data is the new oil. Donc, les données, c'est la nouvelle essence. Là, il y a des fortunes à faire avec ça. Et on ne peut pas laisser les représentants de l'industrie mettre la main sur des données comme ça, certainement pas des données brûles. Il faut comprendre que les partenaires de l'industrie sont justement des partenaires, donc on peut avoir besoin d'eux. Là, des fois, ils ont des solutions à des problèmes et ils peuvent aider à sauver des vies, à améliorer la santé des populations. Donc, il faut que ça demeure dans les mains d'autorités crédibles et assujetties à des règles par comité de pairs. Alors, par exemple, je vais vous donner l'exemple. On a laissé une compagnie aérienne autoréguler la sécurité de ses aviations. Il y a eu 2 crashs l'an passé. Donc, on ne peut pas laisser faire confiance aux preneurs de profit pour s'autoréglementer. Il faut avoir des chiens de garde, il faut avoir des académiciens distants et sans intérêt. D'accord. Voilà. Est-ce que oui, c'est définitivement dans le mécanisme en fait parce que effectivement, comme moi j'ai bénéficié d'énormément de technologies pendant ma longue période de soins, puis c'est extrêmement important. Donc jamais je pourrais renier en fait l'industrie privée parce que ils font avancer la technologie mais à une vitesse incroyable, puis ça améliore grandement notre qualité de vie. Donc ça c'est sûr, c'est vraiment dans la façon dont ils peuvent obtenir ces données-là, puis en prendre soin, puis les utiliser à bon escient, ça c'est sûr. C'est vraiment l'utilisation, donc la finalité de la recherche. Oui. Dans les groupes de discussion, donc on essaie d'explorer quelles caractéristiques influençaient l'ouverture et l'utilisation des données par un commanditaire privé, par une... c'était beaucoup de frilosité, sauf si la finalité, c'était vraiment l'amélioration des soins de santé. Mais tout de suite, ils imaginaient d'autres choses. Ils imaginaient la vente de données, des profits. Oui. Ils imaginaient rapidement autre chose que la recherche qui est réellement faite avec des compagnies pharmaceutiques. Donc, est-ce qu'on démonise trop rapidement? Est-ce que parfois, c'était vraiment beaucoup plus que la génétique. Dans les groupes de discussion, beaucoup moins de réticence par rapport à l'utilisation des données génétiques que d'utilisation avec un partenaire privé. D'accord, merci. Alors oui, voilà, je vous en prie, allez-y. Commentaire très rapide pour Dr. Jolicoeur. Je voulais vous remercier d'avoir sauvé mon oncle et ma tante. Donc, Alexandre Boutillier, je suis cofondateur. Donc, il ne faut pas oublier pourquoi on travaille, puis je pense qu'il faut travailler pour justement que l'accès aux données soit plus facile pour les chercheurs pour continuer à sauver d'autres vies. Merci. Merci, M. Boutillier. Et vous reviendrez pour la plénière tout à l'heure, effectivement. Oui, madame, je vous en prie, allez-y. Oui, Virginie Lecourt, du Comité d'éthique de la recherche de l'Université de Montréal. Une question pour vous 3. Que pensez-vous de la gratuité des données voilà, d'une manière générale, mais aussi peut-être plus des données qui sont des données de santé. Voilà. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est questionné que ces données soient, que les patients ou que les personnes, les citoyens ne soient pas rémunérés ou je ne sais pas quoi en lien avec les données qui leur appartiennent aussi? Est-ce qu'il y a, dans certains endroits, on les rémunère pour le fait de donner? Non, mais c'est une question. Justement, on parlait des compagnies privées qui pouvaient faire du bénéfice. Est-ce que, du coup, il peut y avoir aussi
et peut-être plus dans des populations qui seraient peut-être plus pauvres, je ne sais pas, qui voudraient pouvoir avoir un retour plutôt financier. Une rétroaction financière et pas uniquement en termes d'information sur les résultats de la recherche. Qu'est-ce que ça changerait? On a plutôt tendance à payer pour donner nos données. Ça ressemble beaucoup plus à ça présentement. Quand on achète tout dispositif, ça coûte tellement cher, puis en même temps, on fournit cette donnée-là, mais sinon, je n'ai pas trop d'opinion sur la question. Docteur Cumine? Je pense qu'en général, on est très frileux à cette idée-là parce qu'on ne veut pas de sollicitation d'un incitatif qui force les gens à participer. Je peux vous dire, par contre, que dans les groupes de discussion, une personne a apporté cette idée-là. Si on avait des incitatifs, mais c'était juste une personne qui l'avait amené comme facilitant au partage des données. Voilà. Docteur Jolicoeur, qu'est-ce que vous en dites? C'est vraiment une bonne question. Encore une fois, le patient, le citoyen peut collecter l'argent qu'il veut. Moi, j'ai pas de problème. Mais sinon, c'est une pente savonneuse, n'est-ce pas? Parce que j'ai un nouveau dispositif que je vais vous implanter dans le cerveau par la narine et je vais vous suivre pendant 20 ans, vos allées et venues, mais je vais vous donner une compensation financière. Donc, il va y avoir des patients désespérés qui vont embarquer là-dedans. Il va y avoir des patients vulnérables. Je pense qu'historiquement, on s'est prémuni contre ça en interdisant une rétribution aux patients. Sinon, ça devient mercantile. Je pense pas que ça soit une bonne idée, sinon que de s'assurer de garder un prix raisonnable du médicament ou du développement d'un produit s'il a été développé à l'aide de données publiques. Le législateur pourrait dire, par exemple, si vous avez fait votre étude de validation de phase 3 via les bases de données administratives du Québec, au Québec, vous allez vendre votre médicament 20 moins cher qu'ailleurs. L'intérêt pourrait être collectif, je pense, mais... Pente savonneuse, d'après vous. Oui. Alors, écoutez, ça va, oui, on va passer à ce micro. Madame, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom, c'est Nancy Chevrier. Je travaille pour Syneos Health, une compagnie de recherche, justement, de première phase. Qu'est-ce que vous faites comme différence quand vous parlez d'une compensation ou d'une rémunération? Quelle différence que vous faites entre une rémunération donnée aux patients et une compensation qui est présentement un fait au niveau des recherches de première phase? Voilà, c'est ce que j'allais dire. On donne quand même une compensation financière aux gens qui acceptent de participer à des projets de recherche. C'est une compensation. Quelle nuance en faites-vous? Je pense que c'est une question de proportionnalité, il y a une question d'intention. Puis, je pense qu'on est beaucoup plus à l'aise dans le modèle de compensation pour les déplacements, les inconvénients, et beaucoup moins à cause de toutes les choses que Dr. Jolicoeur a nommées et qu'on a nommées précédemment dans la rémunération. Là, c'est quelque chose qui est fait dans certains contextes de phase 1, mais ce n'est pas le modèle à appliquer à l'ensemble des recherches. Pourtant, au niveau de la compensation, présentement, il y a des questionnements au niveau gouvernemental pour voir si ça devrait être imposé au même titre qu'une rémunération. Qu'est-ce que vous avez comme opinion sur ça? À réfléchir. Je pense qu'il faut vraiment peser le pour et le contre un petit peu aussi hors sujet, mais il faudrait avoir une réflexion un peu plus poussée, je pense, pour s'assurer d'avoir pas d'angle mort et de réfléchir à l'équilibre des avantages et des inconvénients. Je vais rester diplomate. Mais au fond, la question de... Oui, M. Grégoire, je ne sais pas si vous voulez intervenir là-dessus, mais on vient de dire, et c'est ce qu'on dit depuis ce matin, que les données médicales représentent une valeur importante et pour, entre autres, l'État québécois qui veut les valoriser, qui s'est engagé dans tout un processus. Alors, pourquoi les citoyens eux-mêmes n'en retireraient pas aussi un profit? Mais collectivement, c'est autre chose qu'individuellement, je pense. Oui. Ça va? Alors, écoutez, auriez-vous un dernier commentaire, Dr. Jolicoeur, à faire avant qu'on conclue cette plénière? Est-ce que vous allez poursuivre? Ça va pour moi, merci. Ça va? Ça va pour vous? Dr. Cumine, ça va? Ça va, M. Grégoire? Merci beaucoup à vous trois. Merci beaucoup à vous trois pour nous avoir livré. Merci. Bonne fin de journée. On vous laisse retourner à vos patients, Dr. Jolicoeur. Merci beaucoup pour ces résultats de recherche. On suivra. Vous reviendrez nous donner la suite, qu'on puisse continuer de vous suivre.